Bonsoir, est-ce que vous avez le partage d'écran? Oui, Ok. Bon, je vais avoir la lourde charge de vous présenter l'automatique, mais en passant, en faisant un détour parce que c'est la recherche scientifique. Parce qu'en effet, vous allez vous rendre compte que l'automatique est une discipline, en fait, des maths appliquées. Donc, il y a plein de notions de contextualisation qu'il faut avoir en background pour pouvoir bien aborder cette discipline-là. Sans déranger à la règle établie par mes collègues, je vais commencer par introduire mon parcours. Suite à cela, je vais positionner. Alors, je suis doctorant actuellement, je ne l'ai pas dit. Bon, mais c'est peut-être écrit. Mais je vais positionner le doctorat dans la sphère ou l'échiquier de la recherche. Et suite à cela, je présenterai ce que l'on peut faire après la thèse. Et ensuite, je terminerai par un bref aperçu sur l'ingénierie du contrôle et ses applications. L'ingénierie du contrôle qui n'est autre que l'automatique. En termes de parcours, bon, mon parcours est assez similaire à ceux de mes collègues tout au début. J'ai commencé par un bac sur lycée Pierre Savolon de Brazza. Ensuite de cela, j'ai suivi une licence en électronique et télécommunications à l'INSP. Au terme de cette licence, j'ai poursuivi mes études à l'école d'ingénieur en sciences numériques à Reims. Et pour finir avec un master à Lille, master en système machine autonome et réseau de terrain. Et pour arriver enfin aujourd'hui à doctorant en automatique et intelligence artificielle à l'Université de Bordeaux où je suis actuellement. Mais entre-temps, en termes d'expérience accumulée pendant ces 5 années, enfin ces 5 dernières années, à compter de mon arrivée en France, j'ai eu à passer bon, des stages et puis effectuer quelques jobs à gauche et à droite, principalement sur une entreprise. Je veux parler de deux jobs principaux qui ont impacté et qui auront peut-être de l'intérêt pour vous. Le premier est celui effectué au sein du groupe Actéon. Actéon, c'est un groupe qui fabrique des pièces et des équipements pour des applications dentaires. Et au sein de cette entreprise, j'étais chargé de faire le contrôle qualité. Le contrôle qualité des différentes pièces électroniques qui arrivaient. Donc, en fait, j'avais une qualité de pseudo-électronicien. Bon, ça, c'est à peu près par rapport à ma licence que j'ai eu à effectuer à l'NSP, un peu ma licence effectuée à Reims. Et donc, comme il y a eu une question qui est posée dans le chat aussi, je vais profiter pour répondre à cette question. En fait, dans mes missions, ce qui m'était attribué, c'était de recevoir les pièces ou les composants électroniques qui arrivaient de la production. Et mon travail consistait donc à les valider. Et pour le faire, je disposais des documents techniques, des tests spécifiques et aussi des descriptions de fabrication qui montraient un peu comment l'assemblage était fait, les différents matériaux et la matière et autres. Et aussi visuellement comment le rendu attendu était. À partir de cette première analyse, une fois effectuée et validée, il y avait une deuxième étape. Il s'agissait donc des tests fonctionnels. Dans les tests fonctionnels, il y avait donc un document manuel également où il y avait une procédure. Dans ces procédures, on prenait quelques échantillons, je vais y arriver, quelques échantillons, et ces échantillons, on les faisait passer les tests. Et donc, voilà étape 1, voilà test 1, test 2, test 3, test 4, on vérifiait certaines grandeurs, certains comportements attendus, et aussi ben, les tests de fonctionnement, comment ils devaient fonctionner in fine, incorporés dans le produit fini. Et ça répond à la question comment on vérifie en fait un produit fini. Donc, il y a ce service contrôle qualité qui était là où j'y étais, où on faisait donc ce contrôle-là. Et la deuxième expérience marquante, c'était mon projet de fin d'études que j'ai effectué au Centre de recherche d'informatique et signal et automatique de Lille. Et là, dans ce stage, c'était en lien donc avec mon master en système machine autonome. Ma mission consistait donc à développer des algorithmes de localisation. Et là, je vais faire le point avec les propos de Marco sur la partie sauf agriculture. Pourquoi c'était important de faire cela? Eh bien, dans l'agriculture de précision, comme Marco le disait, vous avez des machines qui sont autonomes. Qui dit machine autonome dit fonction de localisation. Il faut savoir situer la machine dans la parcelle où elle est censée travailler. Et donc, pour ça, vous avez plein de capteurs, le fameux capteur. Vous avez des capteurs proprioceptifs qui sont propres au véhicule et vous avez d'autres capteurs.
Et les capteurs qui sont propres au véhicule, comme par exemple ceux qui mesurent les vitesses des roues et autres, sont sujets à des erreurs. Et si on cumule ces erreurs, on peut avoir des phénomènes de dérive. Donc, on va s'éloigner en fait de la trajectoire prévue initialement. Et donc, il faut corriger cela. Donc, je peux par exemple utiliser le GPS. Le GPS aussi te donne des informations de positionnement avec une certaine précision. Et donc, une incertitude. Mais étant donné que nous, on veut faire de la calcul de précision, il faut corriger cette incertitude et avoir une donnée fiable. Et donc, c'est là où intervenait mon travail. Donc, mon travail consistait donc à établir ou à faire des algorithmes de fusion de données des différents capteurs et des fusions de données tolérantes aux défauts. Et donc, pour augmenter la précision. Et il ne suffisait pas d'un seul véhicule, mais il s'agissait ici de faire une fusion de données et une localisation dite coopérative. On avait donc plusieurs véhicules qui pouvaient travailler ensemble. Et l'idée ici était donc de pouvoir faire en sorte que ces véhicules se localisent. Enfin, se localisent entre eux, donc puissent déterminer la position des différents véhicules là où ils sont dans la parcelle. Et donc, c'était l'objet de ce stade de mon projet de fin d'études en système, machine système autonome. Et après ce projet de fin d'études, donc pour valider mon diplôme, il me fallait donc passer un stage. Et là, changement de profil, je me retrouve en industrie, à Engie. Engie, ceux qui connaissent Total, c'est à peu près pareil. Et j'étais dans une filière qui produisait du biogaz. Et là, j'intervenais comme ingénieur automaticien où mon travail consistait, où la mission qui m'était incombée était d'optimiser les chaînes de production. En fait, on a parlé du contrôle commande, on a parlé de l'industrie, comment c'était structuré, mais entre la partie opérationnelle de l'industrie et ceux qui pilotent l'industrie, il y a une interface. Et on peut parler de système SCADA, donc un système de contrôle et d'acquisition de données avec plusieurs fonctions, ou supervision, un poste de supervision, où on peut effectuer des actions pour commander les différents équipements de la chaîne industrielle, où on peut surveiller également les éventuels défauts, et on peut remonter de la data, la fameuse IoT. Et là, j'ai eu également à monter un POC, Proof of Concept, sur l'IoT. Il fallait donc faire un système de remontée d'alarme en IoT avec les technologies d'IoT. Donc, on avait différents capteurs installés sur l'installation. Et moi, il me fallait rajouter au poste de supervision une interface d'alarme avec des algorithmes pour détecter les alarmes et remonter ces alarmes vers un téléphone d'astreinte. Donc, un téléphone où la personne qui est en astreinte ou qui est sur la centrale reçoit des alarmes une fois qu'il y a détection des alarmes sur la production. Donc ça, c'était un des livrables que j'avais à effectuer, sans oublier la partie optimisation des lignes d'incorporation. Donc, il s'agissait de centrales de biométhane, comme je le disais. Les centrales de biométhane, le principe, il est simple. On a la biomasse, de la matière, on met dans un digesteur, donc une sorte de pièce aérobique, donc on vide, on sort l'air et on laisse reposer avec des bactéries. Et les bactéries vont manger de la matière et ça va générer du méthane. Bon, du méthane avec du CH4. Enfin, du CH4 sur du méthane avec du gaz carbonique. Donc, il faut séparer les deux. Ça, c'est la partie purification. Et pour apporter la matière dans le digesteur, donc il y a plusieurs chaînes. Il y a la voie liquide. La matière peut être liquide, du lisier ou encore des eaux chocolatées, toutes les débris de l'industrie. Ou encore, ça peut être solide également. Donc, il peut y avoir du fumier ou autre chose que vous pouvez avoir. Et donc, il faut les acheminer au sein de ce digesteur-là. Donc, c'est ça les fameuses lignes d'incorporation. Et il fallait avoir une gestion intelligente de l'incorporation. Et donc, c'était là où mes algorithmes d'optimisation intervenaient. Donc, voilà pour l'expérience du stage. Et à l'issue de cela, j'ai obtenu mon master en 2023. Et puis aujourd'hui, je suis sur une thèse en intelligence artificielle et en automatique. Je reviendrai plus tard sur les détails de ce que j'effectue dans ma thèse. Maintenant, pour l'instant, comme je le disais, je vais faire un pas en arrière, je vais vous présenter la position du doctorat dans le vaste monde de la recherche, ou du doctorant dans le vaste monde de la recherche. Bien, la recherche. Comment est organisée la recherche? Eh bien, dans tout pays qui se veut compétitif à l'heure actuelle et qui prône pour une souveraineté
technologique et ne pas dépendre d'autres grandes puissances et aussi bâtir une forte économie, ben, il lui faut une recherche et une productivité. Donc, toujours être dans l'innovation et toujours être dans l'action et donc être à jour dans l'air du temps. Et pour cela, en France, par exemple, le ministère de la Recherche scientifique définit la stratégie politique et définit les axes prioritaires sur la recherche. Vous avez entendu récemment Macron faire une annonce de 100 milliards sur la partie informatique industrielle. Et donc, une fois qu'ils ont défini leur stratégie politique en matière de recherche, ben, ils se servent de leur agence de financement de la recherche qui, eux, dispatchent ces différents financements auprès des organismes de recherche et les universités et organismes publics de recherche. Donc, Marco parlait tout à l'heure du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, et le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui lui est le plus grand producteur en termes de matière scientifique en France. Et même dans le monde, en fait. Il a été classé dans le monde aussi en termes de production première. Et une fois que ces différents donc, laboratoires, centres de recherche par appel à projet, gagnent des projets, donc sur la définition des stratégies au niveau du ministère, et ben, ces personnes-là, selon la dimension du projet, ont besoin de la main-d'œuvre pour travailler sur ces projets-là. Et comment faire? Ben, ils vont constituer des équipes, ils vont recruter du personnel. Et dans ce recrutement, il peut y avoir donc des doctorants, le fameux PhD student. Vous avez des doctorants, vous avez des postdocs, vous avez des ingénieurs d'études, vous avez éventuellement des stagiaires également qui vont participer à la réalisation de ce projet. Contrairement aux idées reçues, on se dit que un doctorant, c'est une personne qui fait des sciences dures et autres. Mais au final, compte tenu des enjeux et des problèmes de la société, ben, la recherche, ce n'est pas que du fondamental. Il y a bien évidemment la recherche fondamentale. Donc là, je vous renvoie en fait au graphe qui est tout juste là. En fait, c'est les niveaux de maturation des produits, les TRL en anglais, en cycle. Et au plus bas de l'échelle, les TRL 1, c'est vraiment la recherche fondamentale où on observe le phénomène, au sens de ce que faisait Einstein. Et après, on remonte, plus on est dans du concret. Et le but de la recherche, justement, c'est de couvrir tous ces axes. On est bien, aussi bien dans le fondamental où on développe des connaissances nouvelles, on répond à des questions non répondues de la science, et on est aussi dans l'amélioration continue de ce qui existe. Et on est aussi dans la réalisation, donc dans l'utilisation des différentes trouvailles qui sont faites au niveau des TRL inférieurs. Donc finalement, la recherche aujourd'hui, elle est multiforme, elle a un polymorphisme, elle a plusieurs formes, aussi bien fondamentales qu'applicatives. Et on verra derrière avec des exemples concrets sur la recherche. Donc aujourd'hui, vous entendez les robots qui effectuent des opérations. Récemment, il y a eu une opération d'une personne qui a été effectuée au Japon, mais dont le médecin était ici à Bordeaux. Donc vous voyez les prouesses, tout qu'il ne faut pas que s'éteigne dans l'ordinateur. Sorry. Donc vous voyez un peu les prouesses, et tout ça s'est rendu possible grâce à la recherche. Donc là, on vient de comprendre le positionnement de la recherche. Donc une des sources de financement pour générer en tout cas des appels d'offres pour le doctorat, c'est la définition, en tout cas, des stratégies de recherche du ministère. Mais il y a une autre collaboration aussi qui peut y avoir entre ce qu'on va appeler ici la recherche industrielle. Le même problème se pose au niveau des industries. Lorsque vous avez une industrie, pour qu'elle soit compétitive, aujourd'hui, il faut qu'elle soit dans l'innovation. Il n'y a pas 36 000 façons de faire l'innovation. Il faut développer de nouveaux produits, il faut faire de la recherche et du développement. Et donc, l'entreprise se structure avec un département recherche et développement. Au sein de ce département, il mène donc des projets pour la viabilité et la pérennité de l'entreprise, développer de nouveaux produits. Et au sein de ce département-là, il peut y avoir des coopérations avec des organismes de recherche publics, comme mon laboratoire. Et le cadre qui régit le fonctionnement, le cadre qui régit ces collaborations, l'un des cadres, on va dire, peut faire intervenir un doctorant. Donc l'entreprise recrute son personnel, donc un ingénieur, un master, et
le fait signer une convention avec un laboratoire de recherche et une université. Et finalement, c'est ces 3 entités-là qui forment ce qu'on appelle, la thèse CIFRE, la convention d'ingénierie de forma enfin, convention industrielle de formation par la recherche. Et l'ingénieur qui a été recruté qui se retrouve donc ingénieur d'études au sein de l'entreprise, mais au sein du laboratoire, il se retrouve comme étant doctorant, où il mène ses activités de recherche. Et bien évidemment, il est rémunéré à un taux, dont vous avez à peu près, enfin, vous trouverez rapidement, enfin, un taux supérieur ou égal à la rémunération, des thèses, ministérielles. Quand je dis ministériel, c'est le ministère de la recherche scientifique. Et pour l'entreprise, bon, elle bénéficie de subventions de la part du ministère pour l'accompagner lorsqu'elle a des thèses CIF et autres. Ça, c'est le côté administratif, on n'en parlera pas. Et donc, bon, aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, là, vous avez quelques illustrations, vous avez 7 des doctorants CIF créent une entreprise, enfin, créent des entreprises après, bon, ça c'est un peu trop tôt, j'aurais pas dû le dire, mais bref, faut dire, il y a un bon nombre d'ingénieurs lorsqu'ils terminent leurs études et ils se lancent dans les tests CIF en collaboration avec des entreprises. Il y a un bon nombre. Pour les entreprises, c'est avantageux, c'est pour le doctorant, ça lui donne une expérience professionnelle comme les alternants. Et donc, vous êtes en même temps dans l'entreprise et en même temps, vous êtes dans le laboratoire. Bénéficiez des 2 encadrements. Et c'est très bien. Cependant, il y a des contraintes parce que vous êtes en entreprise. C'est pas la même chose qu'un doctorant qui est 100 dans un laboratoire. Donc voilà, grosso modo, les les différents modes d'accessibilité au doctorat. Mais il y a un troisième mode que je n'ai pas parlé. On va le voir, c'est le concours de l'école doctorale. Donc pour, résumer ce que je venais de dire sur la position du doctorant. Donc, on voit bien que le doctorant, il est recruté pour venir travailler dans un projet. Et dans la vie des chercheurs confirmés seniors, bah, ils mènent, pour ceux qui sont enseignants-chercheurs, ils mènent des activités d'enseignement, mais ils mènent aussi de la recherche. La plupart du temps, c'est la recherche. Et pour faire de la recherche, bah, il faut avoir des financements, il faut avoir des projets. Mais tu ne t'inventes pas des projets, tu ne t'inventes pas des financements, il faut les trouver. Et donc, les chercheurs confirmés, eux, ils font de la prospection de projets. On les appelle les PI. Et donc, ils vont chercher soit, comme on l'a vu là avec les appels à projets du ministère, ils vont postuler pour gagner des projets et recruter du personnel et faire travailler des personnels et donc encadrer des thèses. Et ça ne se limite pas qu'au niveau national, ils peuvent aussi postuler à des projets européens. Et donc là aussi, il y a des appels à projets européens où il y a plusieurs collaborations internationales. Et à ce moment, vous gagnez des financements, vous recrutez également et vous menez des activités de recherche. Maintenant, l'autre alternative, c'est de passer le concours d'école doctorale. Donc, l'enseignant peut proposer des sujets à l'école doctorale, mais ils sont très limités les financements émanant de l'école doctorale. Et donc, toutes les écoles doctorales, enfin, tous les enseignants postulent pour le concours de l'école doctorale. Et ben, au final, il n'y a qu'un seul ou deux qui sont, voilà, qui sont lauréats de ce concours. Et donc, il faut trouver des alternatives. Donc, il y en a plein et autres, et ils passent du temps à finalement prospecter et trouver des projets pour mener des activités de recherche. Et donc, finalement, ça montre un peu un aperçu d'où viennent les sujets de thèse. Les sujets de thèse. Mais très rarement, il peut y avoir aussi des étudiants qui ont un sujet. Mais ce sujet doit passer par les mains d'un expert. Cet expert va valider si oui ou non il y a matière à faire une thèse là-dessus. Et s'il y a matière à faire une thèse là-dessus, à ce moment, il va être soumis au concours de l'école doctorale. Et s'il est retenu, à ce moment, il aura un financement. Mais il arrive des très rares cas où il y a des thèses qui ne sont pas financées. Et généralement, il vaut mieux que tu aies un financement parce que, bon, c'est quand même un travail que tu fais à temps plein et c'est très exigeant. On va le voir par la suite. Et donc, voilà d'où viennent les sujets de thèse. Et voilà, aujourd'hui, vous savez comment, où se positionne le doctorant dans l'échiquier de la recherche. Un doctorant, c'est un contractuel d'un laboratoire de recherche qui effectue des travaux de recherche sur des projets qui répondent à des besoins de société, qui répondent, en tout cas, qui impactent la société d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à court terme ou à long terme. Voilà pour le doctorat. Maintenant, tout positionnement doctorat, oui, ça c'est quoi? Que se passe-t-il pendant qu'on est doctorant?
quelle est la vie d'un doctorant pendant ses années d'études? Eh bien, sans vous en douter, ben, il fait ses activités de recherche. Mais comme je l'ai dit, le contrat de recherche dans un labo pour un doctorant, donc ça s'étale sur 3 ans. C'est 3 ans à la base, mais sauf que depuis quelques années, c'est soumis à ce qu'ils appellent un comité de suivi individuel et donc chaque année, on fait un bilan des activités de recherche et on juge si oui ou non, il y a suffisamment de matière pour aller à l'année suivante. Et donc si, toutefois, cela est bon, donc le contrat s'étale sur 3 ans. Et un contrat de doctoral, c'est 35 heures de travail par semaine dans un laboratoire de recherche. Donc, vous voyez qu'on n'a pas, besoin d'activités à part puisque, de toute façon, on est payé pour cela. Et en plus des activités de recherche que l'on fait dans un doctorat, enfin dans un laboratoire, bah, le doctorant peut être amené à faire des activités d'enseignement. Ça, c'est optionnel. C'est surtout recommandé pour ceux qui veulent avoir une carrière académique. Parce que le doctorat, ce n'est pas que l'académique par la fin de son doctorat. On peut faire autre chose également. On verra par la suite. Et donc, pour ceux qui veulent faire, poursuivre une carrière académique, il y a un nombre d'heures minimum à avoir pour constituer un dossier de qualification. Je reviendrai sur la qualification plus tard. Donc, c'est 100 heures de cours. Et donc, pour cela, il y a des dispositifs. On peut faire de la vacation, on peut faire des missions complémentaires d'enseignement de 32 heures ou de 64 heures. Pour mon cas, par exemple, ça fait 3 ans que je fais des missions complémentaires d'enseignement de 64 heures. Au département GE2I de l'Institut universitaire de technologie de Bordeaux. Voilà, j'enseigne l'automatique, la maintenance, la robotique et l'automatique. Voilà, ce sont les différentes matières que j'enseigne. Donc, pour revenir, il y a ces missions complémentaires d'enseignement, mais il y a également des missions de conseil ou d'expertise auprès des entreprises. C'est de nouveaux dispositifs. Et là, si l'entreprise a un besoin ponctuel, le doctorant peut postuler et avoir une mise à disposition de 32 à 16 jours pour aller mener cette mission au sein de l'entreprise. Bien évidemment, c'est rémunéré, comme avenant à son contrat de travail doctoral. Et en plus de ces activités-là, le doctorant fait des activités de valorisation de sa recherche par des actes de conférence, des publications dans les journaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on publie dans un acte de conférence, ben, on est obligé d'aller présenter les travaux dans cette conférence. Donc, le voyage. On peut être amené aux États-Unis, on peut être amené à aller je ne sais où. Pour ma part, bon, j'ai eu 2 actes de conférence qui ont été publiés. Il y a une en Chine et une autre à Chypre. Et donc, voilà. Et là, c'est le laboratoire qui prend tout en charge et vous envoie comme mission de travail. Vous avez l'ordre de mission et vous allez vous présenter vos travaux. Et là encore, je rebondis sur ce que disaient les collègues. La langue, c'est l'anglais. Vous allez présenter vos travaux en anglais. Donc, l'anglais. Activité d'enseignement, activité de valorisation de recherche et il y a aussi des formations. Les formations. Donc, vous remarquez que dans ce que je dis, il n'y a pas des cours. Vous avez des formations. Vous avez 100 heures minimum de formation à effectuer. Ces formations sont disciplinaires ou transversales. Donc, ça peut être de la gestion de projet, ça peut être autre chose que vous voulez, vous désirez. Vous avez des mots que vous avez eu, je ne sais où, vous les faites, et ça peut être sensibilité. Attention, les formations transversales ou ORC, il y a un catalogue qui est donné sur le site de gestion de doctorat qui est Adoum. Et si vous prenez des formations hors de ce catalogue, vous avez droit à 20 heures, pas plus. Et aussi, il y a 2 formations qui sont obligatoires et qui sont très importantes. Il y a l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Ça, c'est obligatoire. Parce que, comme les médecins, aujourd'hui, ben, les doctorants, enfin les docteurs des autres disciplines prêtent également serment. Bon, nous, c'est pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'intégrité scientifique. Voilà. Où on s'engage en tout cas à faire de la science intègre. Et enfin, il y a les activités de médiation scientifique. Les activités de médiation scientifique consistent à vulgariser, partager ses travaux de recherche à des communautés. Ça peut être des élèves au collège, ça peut être des élèves au primaire. Et donc, avoir voilà, une force de communication, être un bon communicant et savoir bien vulgariser. Rendre accessible la science à tous, à tout le monde. Et ça peut être des personnes, voilà. Donc, vous imaginez que vous allez devant un public du primaire, ben, vous n'allez pas utiliser les gros mots que qu'ont utilisés mes collègues ou les gros mots que l'on retrouve dans des articles ou dans des livres. Non, la rendre accessible. Et ça, c'est un grand travail. Il y a plein de gens qui s'y donnent et c'est intéressant. Et donc, il y a ces activités-là. Et tout ça, ça fait partie de la vie d'un doctorant. Et
Il y a aussi, bon, des mobilités internationales. Dans la vie de thèse, il peut y avoir des collaborations avec l'international, il peut aussi y avoir des séjours à l'international. Et ça, c'est plutôt intéressant. Par exemple, ici, l'école doctorale finance des mobilités à l'international. Donc, chaque année, on lance un appel, faites un dossier, vous soumettez, si vous êtes retenu, on vous donne un financement, vous allez séjourner dans un laboratoire à l'étranger. Et ça se fait beaucoup ici. Et c'est fortement recommandé aussi parce que ça donne une dimension internationale à votre laboratoire, à ta thèse, à votre thèse. Donc, voilà pour les activités de recherche pendant le doctorat. On va poursuivre. Quelques bonnes raisons pour faire le doctorat. Bon, de ce que j'ai présenté, il y a déjà suffisamment de matière. Mais ce qu'il y a à retenir, contrairement à se limiter à un master ou encore aller directement en entreprise, ben, c'est vrai que celui qui va en entreprise, il développe effectivement des 3 ans d'expérience professionnelle, si vous faites 3 ans de thèse également. Mais la différence et la particularité, c'est que vous travaillez sur un domaine avec une méthodologie et avec du recul, pas avec des objectifs à court terme comme l'entreprise, mais vous avez des exigences parce que la validation des résultats de recherche ne sont pas faits par vos encadrants, mais c'est fait par les pairs. Donc, pour valider votre thèse, il vous faut faire des publications et ces publications, pour être acceptées, ben, c'est un comité d'experts qui examine vos papiers. Ils sont complètement indépendants, vous ne les connaissez pas. Et c'est eux qui acceptent vos résultats. Donc, il faut convaincre la communauté et ils acceptent et à ce moment, vous êtes autorisé à soutenir. Et donc, il y a une exigence, il y a une méthodologie qui est autre que celle de l'industrie. Et le niveau d'exigence est tellement élevé qu'au sortir, vous avez des compétences et aussi un regard pointueux des méthodes et bien évidemment de la matière à faire valoir qu'un ingénieur n'aurait pas forcément. Enfin, il y a des profils qui peuvent faire des exceptions, bien évidemment, mais en tout cas, vous avez un niveau de maturité, en tout cas sur un sujet, que très peu de gens en aura, et donc ça fait de vous une sorte d'expert sur votre domaine. Ça, c'est plutôt intéressant. Second point, vous avez vu au travers des publications d'actes de conférence, vous avez une dimension internationale, vous avez un catalogue, vous avez des contacts, vous avez pas mal de ressources, en tout cas, que vous pouvez exploiter à la fin de votre thèse pour bâtir un bon réseau. Ça, c'est aussi intéressant. Et ça vous ouvre des portes à l'international. Vous pouvez avoir des embauches, comme la plupart des doctorants, des docteurs nouvellement titrés, ben, ils partent pour des post-docs à l'étranger. Et ça, c'est très valorisant aussi pour une dimension internationale. Et non seulement pour vous, mais dans votre vie en entreprise, ben, vous aurez un réseau, vous aurez des contacts, vous aurez des experts dans des domaines bien précis. Et vous pouvez faire appel à eux et collaborer avec eux, bénéficier de leur expertise, c'est énorme, c'est très riche. Et ça, je pense pas, bon, l'entreprise pourrait avoir un équivalent, mais à ce niveau, c'est voilà, c'est très rare. Et vous allez intégrer donc une communauté de scientifiques, ça c'est bien beau, et vous allez vous former vous avez un diplôme reconnu internationalement, où vous pouvez être accueilli n'importe où dans le monde. Et bien évidemment, pour ceux qui aiment la politique, vous remarquez aussi qu'il y a une tendance aussi chez les politiciens, c'est que la plupart, ils ont un PhD quelque part. Et donc, c'est une motivation aussi pour eux, parce que, voilà, c'est comme ça. Et il peut y avoir plein d'autres motivations que je ne cite pas. Mais cette analyse critique, la résolution de problèmes très complexes, multidimensionnels, avec vraiment voilà, un recul suffisamment mature, ça oui, le doctorat vous le donne. Vous avez un niveau d'expertise, en tout cas, je vous le dis, que très peu en aura. Parce que vous avez passé 3 ans à travailler d'arrache-pied sur un sujet. Mais vous avez développé en tout cas des connexions, des synergies avec d'autres domaines, avec d'autres disciplines, avec d'autres experts. Et tout ça, ça constitue les compétences que vous allez vendre et mettre à disposition dans les entreprises. Et ceux qui terminent le doctorat, généralement, on dit que le doctorat aussi est un accélérateur de carrière parce que vous avez l'accessibilité à des postes à responsabilité dès que vous terminez assez rapidement. Tout dépend aussi du domaine dans lequel vous faites votre doctorat. C'est pas vrai pour tout. Mais au moins, dans les domaines très clés comme l'électronique et autres, en tout cas, ça accélère les carrières parce que, voilà, comparé à un ingénieur qui vient d'arriver, vous pouvez être très fort, en tout cas très pointueux, surtout sur la partie R&D, parce que c'est là où il y a la pérennité de l'entreprise et la compétitivité de l'entreprise. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire donc finalement à l'après-thèse? Donc je vous ai parlé, j'ai évoqué quelquefois les post-docs, c'est des CDD que l'on fait dans les laboratoires ou organismes de recherche une fois qu'on a terminé son doctorat, donc post-doc.
Et bon, comme on peut le faire aussi à l'international ou au niveau national, c'est très enrichissant. Il y a aussi ce que tu appelles les ATER, c'est les attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Donc, c'est les CDD d'enseignement. Vous êtes affecté à une université ou à une unité d'enseignement et vous avez le même nombre d'heures de service d'enseignement que les enseignants permanents. Et à côté de ça, bon, le reste du temps, vous faites de la recherche. Maintenant, ça, c'est dans le volet académique. Et il y a encore un dernier point, c'est finalement enseigner à l'université. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un doctorat n'est pas synonyme forcément d'enseigner à l'université. Et encore en France, quand on a un doctorat, on n'est pas automatiquement qualifié à enseigner à l'université. Il nous faut passer une étape supplémentaire, c'est celle de la qualification dont j'ai évoqué tout à l'heure. En quoi consiste la qualification? Eh bien, c'est synonyme de ce qu'on appelle le filtre du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique. Qu'est-ce qui se passe? En fonction des résultats de recherche que vous avez, un comité, enfin le comité national des universités, le conseil national des universités plutôt, au sein de ce conseil national des universités, vous avez un comité qui va siéger et va examiner votre dossier, voir la maturité des résultats de recherche que vous avez et votre méthodologie et tout ce que vous avez fait, donc les publications et autres, et les 100 heures de formation que vous avez effectuées. Une fois que vous les avez, à ce moment, ce comité va dire oui ou non, va statuer si oui ou non vous êtes qualifiable pour enseigner à l'université. Si oui, à ce moment, vous obtenez la qualification qui est valable 4 ans. À l'issue de cette qualification, vous pourrez donc prétendre postuler à des postes ouverts, s'il y en a, dans les universités, dans une section qui vous sera dédiée. Lorsque vous avez terminé, par exemple, en ce qui me concerne, c'est la section 61 du CNU. Donc, c'est automatique, productique, signal. Si je passe la qualification, je serai qualifiable au poste de maître de conférence en automatique, productique et signal. Voilà. Ça, c'est pour la carrière, la partie universitaire. Maintenant, venons dans le secteur privé ou encore hors académique. Vous pouvez donc recruter dans les entreprises privées, j'ai parlé un peu de cela, et il y a de plus en plus d'annonces sur des postes où on exige d'avoir un doctorat. Ça, c'est plutôt intéressant. Je pense que la rémunération aussi, ça fait quand même un gap parce que le doctorat est considéré comme 3 ans d'expérience professionnelle également. Et donc, vous pouvez être aussi cadre de la fonction publique ou accéder à des postes dans des organismes internationaux ou faire de la politique également. Mais il y a aussi un autre volet qui est aussi très important en fonction du sujet de thèse. Vous pouvez faire de l'entrepreneuriat sur la base de vos résultats de recherche. Il y a plein de programmes aujourd'hui qui accompagnent les doctorants pour emmener en maturation leur projet ou à mieux valoriser leurs résultats. Donc, vous avez par exemple la BPI France, vous pouvez aller sur le site de la BPI France, vous allez voir à peu près ce qui se fait. Et vous avez aussi un autre programme qui s'appelle Mature Your PhD ou My PhD. Et là aussi, en tout cas, c'est l'accompagnement jusqu'à devenir, à créer une startup en fonction des résultats. Parce que lorsque vous faites une thèse, les résultats peuvent être publiés, mais vous pouvez aussi faire des brevets sur la base, déposer des brevets sur la base de vos résultats. Et ça se fait beaucoup. Il y a, bon, c'est pas une thèse, c'est pas dans le cadre d'une thèse, mais il y a Léo Blue, je crois. C'est une société qui fait tout autour de la communication Bluetooth avec satellite. C'est pour les systèmes d'alarme. Vous voyez un peu Bluetooth satellite, ça semble un peu fou, mais ils ont réussi à le faire. Mais tout ça, ça part de la recherche. Parler de l'IoT, mais oui, c'est des chercheurs derrière qui, justement, créent ces dispositifs-là qui permettent de faire de la communication, qui permettent d'assurer les différentes fonctions énumérées par mes collègues. Donc, voilà ce que l'on peut faire après l'après-thèse. On peut avoir une carrière dans l'université, mais c'est très sélectif. On peut aussi avoir, bon, je n'ai pas parlé du concours du CNRS, parce que bon, ça c'est autre chose. On peut aussi faire des concours pour entrer dans des centres de recherche, pour ceux qui veulent faire de la recherche. Mais le doctorat, c'est vraiment la clé pour aller faire de la recherche en profondeur, parce que sans le doctorat, bon, on peut être limité en termes d'évolution de carrière aussi, mais c'est vraiment voilà, l'élément qui vous ouvre les portes pour entrer. C'est l'élément aussi qui vous emmène à maturité pour comprendre les bases de la recherche et vraiment rentrer dans le monde de la recherche comme il se doit. Bien, j'attendrai vos questions si vous avez sur cette partie de la pré-thèse. Bon, une fois que j'ai présenté cela, on a vu l'échiquier de la thèse. Maintenant, revenons à ce que c'est l'ingénierie du contrôle, l'automatique et ses applications. On va voir quelques applications de la recherche. Bon, vous connaissez certainement des applications en médecine puisque vous consommez
des produits pharmaceutiques. Ça, ce sont justement des résultats des travaux de recherche. Mais il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique, il y a d'autres industries également. Les collègues ont parlé de l'industrie l'industrie lourde, certaines de la robotique et autres. Maintenant, je veux montrer quelques applications qui se trouvent dans nos maisons. L'électroménager, par exemple. Oui, dans l'électroménager, ce sont des applications du contrôle. Bon, bien évidemment, il y a plein de domaines qui interagissent, mais les fonctionnalités intelligentes qui sont implémentées à l'intérieur sont bien basées sur les applications de l'automatique. En quoi consiste, quel est le problème que résout l'automatique? C'est simple, je vais simplifier. C'est à peu près ce qui est écrit. Donc, on a une situation, on a un véhicule, on a un dispositif, donc on parle souvent de système. On a un système et on veut lui faire adopter un certain comportement. Donc, on a des références. Et pour cela, on applique des références et on veut que notre système puisse se comporter comme on le souhaite. Il faut donc bâtir un algorithme de contrôle, donc un algorithme automatique. Et cet algorithme va faire en sorte que le comportement de notre système soit égal à la référence que l'on a appliquée. Et ce, indépendamment de l'environnement dans lequel il évolue. On prend un véhicule, on met dans le groupe de contrôle, vous avez des véhicules autonomes. Vous mettez un niveau de tension, par exemple, qui lui donne une vitesse, je ne sais pas, de 2 km/h. Mais face au vent, ce niveau de tension ne sera plus suffisant pour affronter ce vent. Surtout si ce vent est très puissant. Et donc, c'est ce qu'on appelle des perturbations. Il faut un système automatique capable de corriger pour tenir compte de la présence du vent pour avancer. Vous prenez ce même véhicule, vous le mettez dans la boue, c'est plus pareil, il ne peut plus assurer la même vitesse. Et donc, il lui faut une commande plus robuste pour tenir compte de cette boue et avancer à la même vitesse. Et donc, les fonctionnalités, la fonction principale du contrôle de l'automatique, c'est celle-là. Faire de l'asservissement. Faire en sorte qu'un dispositif ait un comportement attendu. Vous voulez que votre four monte à 100 degrés Celsius et reste à 100 degrés Celsius, même si vous mettez un objet glacé à l'intérieur, oui, le contrôle va corriger et va faire en sorte qu'on s'adapte aux conditions changeantes à l'intérieur du four. C'est un problème d'automatique. Maintenant, est-ce que l'automatique, ça reste qu'à ça? Comment on y arrive? Tout à l'heure, on parlait de spécification, on parlait de contraintes. Et oui, et c'est là où on voit que l'automatique ne se limite pas qu'à ça, et c'est là où il y a différents profils dans l'automatique. Il faut des contraintes. Vous prenez un véhicule autonome, vous n'allez pas le mettre en circulation, il faut passer des homologations, il faut passer des certifications. Mais pour certifier, il faut des outils pour certifier. Qui développe les outils pour certifier? Les automaticiens. Mais pour certifier, il faut savoir quoi certifier. Et donc, il faut des outils pour certifier, il faut des outils pour vérifier. Et là, c'est tout un domaine, appelé la vérification formelle, par exemple, qui traite de ces problèmes de vérification. Et donc, on développe des outils là-dessus. En plus, on a parlé tout à l'heure des capteurs. Lorsque vous commandez un dispositif, donc la température, pour savoir que le four est à 100 degrés, il nous faut donc un capteur, une mesure de la température du four pour justement corriger si on n'est pas à cette valeur-là. Et donc, le capteur, il a sa sensibilité. Et il y a des moments où il donne des mesures incertaines. Et comment tenir compte de ces incertitudes-là? Et là, il y a tout un domaine, justement, les méthodes ensemblistes, qui, eux, tiennent compte des défauts des capteurs dans la commande. Et donc, parfois, on parle de commande tolérante aux fautes. Donc, on a des défauts sur les capteurs, on peut avoir des défauts, même à l'intérieur de notre structure, mais on continue à commander, à atteindre des exigences de commande. Vous voyez? Et il peut y avoir, comme j'ai évoqué, des défauts, mais on peut aller plus loin, on peut essayer de déterminer où se trouvent les défauts. Et donc là, il y a la discipline qu'on appelle FDI. Donc c'est détection des défauts, détection, identification des défauts. J'ai parlé de la vérification et il y a des aspects de sécurité. Vous montez dans un avion, le pilote met le vol automatique. Oui, vous vous posez la question, comment ça marche? C'est de l'automatique. Mais c'est de l'automatique certifié. Certifié en sait que quoi qu'il arrive, le contrôle, en tout cas, il est certifié, il est garanti parce qu'il a passé les tests de spécification. Il y a des spécifications qui ont été faites, il y a des normes qui ont été établies. Et lorsque vous rentrez dans ces normes-là, vous êtes certifié. Et voilà.
on développe les outils de certification, on développe des outils de commande, on respecte les contraintes et on respecte des niveaux d'exigence en termes de performance. Donc, des performances, on a la précision, on a de la précision, on a de la rapidité. Aujourd'hui, vous avez des voitures assez rapides, vous avez des TGV qui vont à des vitesses assez impressionnantes et vous avez, toute l'application spectaculaire d'Elon Musk avec ses fusées réutilisables, donc qui réatterrissent. Vous imaginez le degré de précision qu'il y a et donc vous imaginez le degré de performance qu'il y a également et donc il y a voilà, tous ces aspects-là sont traités dans la discipline d'automatique. Maintenant, je veux faire un pont avec les éléments que mes amis ont présentés sur l'industrie lourde. Si on parle en industrie lourde, vous avez, donc comme je le disais pendant mon stage, vous avez donc l'automate, vous avez la partie commande, enfin vous avez la partie industrielle, hein, là où vous produisez tout ce que vous avez à faire, et vous avez une autre partie où vous avez donc des personnes qui pilotent cette industrie. Mais entre les deux, vous avez un système de commande que j'ai appelé supervision, ou encore un système de contrôle et d'acquisition des données, SCADA. Dans ce système de SCADA, on peut ajouter une couche intelligente, c'est à peu près l'objet de mon stage. On peut ajouter une couche intelligence qui consistera à détecter les défauts et à adapter les commandes en reconfigurant la commande, en se mettant en mode dégradé lorsqu'il y a l'apparition d'un défaut. Et donc tout ça, c'est les outils de l'automatique qui viennent s'ajouter à l'industrie. Et on peut aussi aller plus loin. Plus qu'on a de la data que l'on récupère, que l'on remonte de, de, de notre production industrielle, on peut faire du suivi de la santé de notre exploitation. Donc, ce qu'on appelle du health monitoring. On peut arriver donc à faire du health. Si on arrive à faire du health monitoring, on peut aussi arriver à prédire l'apparition des défauts. Et donc, on peut aussi éviter que ces défauts apparaissent en faisant de la maintenance prédictive, et en plus de la maintenance préventive. Et on peut aussi optimiser notre maintenance préventive en vue d'allonger la durée de vie de nos équipements. Et donc, toutes ces notions-là sont des notions qui sont abordées dans le vaste monde de l'ingénierie du contrôle. Ça ne se limite pas qu'à faire des asservissements au contrôleur PID pour ceux qui connaissent, mais ça s'étend à tous ces aspects-là. Un cadre de vérification formelle, un cadre de health monitoring, un cadre de contrôle tolérant aux fautes, un cadre de... Voilà, il y a plein de cadres et toutes ces facettes-là, ben, un automaticien ne les a pas. Et donc, finalement, il faut se spécialiser. On se spécialise dans une direction. Il y a ceux qui sont là, ben, puisque, bon, pour commander un système, on a besoin d'une représentation mathématique, donc une modélisation. Et donc, pour ça, on s'interface avec d'autres disciplines, des mécaniciens, des chimistes, je ne sais pas, autres. Dans la santé également, on a besoin des médecins et autres. Par exemple, dans l'équipe où je suis, on travaille, il y a des travaux qui se mènent avec le CHU de Bordeaux sur la conception des systèmes d'inoculation d'insuline automatisés pour des personnes atteintes de diabète de type 1. Vous imaginez, voilà, lorsque vous avez un problème avec votre insuline, automatiquement, paf, vous avez l'injection de l'insuline. Et tout ça, c'est des notions automatiques qui sont appliquées dans le domaine de la médecine. Vous voyez, pour réagir en temps réel face à une situation. Et là encore, bon, il y a la notion de capteur et autres, et c'est pour montrer en fait l'applicabilité, en tout cas le transfert et la synergie qu'il y a avec les différents domaines. Et donc, on a besoin de la modélisation. Et une fois qu'on a la modélisation, mais il faut être fort en modélisation pour arriver à tout modéliser. Par exemple, modéliser le corps humain ou encore les îlots pancréatiques qui sécrètent en tout cas les différents hormones responsables qui sont en tout cas engagés dans le diabète. Bah, c'est compliqué à faire. Et donc, on fait des approximations. Et si on fait des approximations, ben, il faut faire des algorithmes de contrôle qui tiennent compte des approximations et des parties non modélisées. Donc, c'est de la commande robuste. Vous voyez? Et là, ma thèse s'inscrit à peu près dans ce cadre-là, pour faire le pont. Je travaille donc sur des algorithmes de contrôle dans des milieux incertains. Donc, incertain, c'est pour dire mal modélisé. On peut exploiter de l'IA pour cela, parce que bon, l'IA réagit bien. Il y a une discipline dans l'IA qui réagit bien lorsque les dispositifs ne sont pas bien modélisés ou pas bien représentés. Et comme je l'ai dit, vous voulez utiliser de l'IA, mais sur des personnes, ou encore des domaines où on parle souvent de CPF, un système cyberphysique à, à- à forte criticité, et ben là, il faut bien vérifier, valider, certifier les algorithmes que vous appliquez.
Et donc, il faut des méthodes pour vérifier, certifier ces algorithmes-là, surtout lorsque vous utilisez de l'IA. Parce que l'IA, ça représente, voilà, on l'entend comme une boîte noire qui fait des choses, mais il faut rentrer dans l'explicabilité et la compréhension et surtout arriver à sortir des méthodes et des approches pour pouvoir vérifier, certifier et approuver que finalement, on est safe lorsqu'on va utiliser cet algorithme. Et ma thèse s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, je développe des outils pour pouvoir donner des moyens à des personnes qui vont utiliser des IA dans le cadre du contrôle, en particulier le reinforcement learning, dans le cadre du contrôle, pour pouvoir vérifier, certifier et garantir les aspects de sécurité lorsqu'ils seront déployés dans le monde réel. Voilà pour faire le lien avec ma thèse. Donc voilà, l'industrie, vous avez voilà, les applications de l'automatique, comme je l'ai dit, vous avez la partie électroménagère, vous avez l'industrie du transport, vous avez la robotique, vous avez l'énergie. À partir du moment où on veut contrôler une grandeur, on pense à l'automatique. Et quand on pense à l'automatique, à partir du moment où on ajoute des spécifications, on rentre dans les différents champs de l'automatique. Et on peut aller plus loin en profondeur. Mais je m'arrête là pour la présentation de ce que j'avais sur l'automatique. Pour conclure ma présentation, on va faire un petit pont avec des activités qu'on a lancées avec... alors, pour là, la présentation, elle est terminée. C'est juste un petit supplément pour faire une annonce sur ce que l'on fait avec certains chercheurs et enseignants de l'université Marion Gwabi, notamment à l'INSP. Et donc, dans le cadre des projets d'enseignement, voilà, on propose des sujets, on propose l'encadrement de certains étudiants qui veulent bien voilà, nous rejoindre et travailler avec nous. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous rapprocher des enseignants-là, on peut vous accompagner et on peut vous initier à l'IoT, l'automatique, et la robotique selon les spécificités ou selon les domaines dans lesquels on intervient. Voilà ce qui conclut ma présentation et je vous remets la main. Merci pour votre attention. Merci, ingénieur Josier. Merci pour votre présentation. Alors, nous allons rapidement passer à la phase de questions-réponses. Elle va se passer comme suit. Pour ceux qui ne pourront pas ou alors ne sont pas à l'aise avec, disons, l'expression orale, ils peuvent s'exprimer au travers des messages. Et pour les autres, pour intervenir, vous devez tout d'abord lever la main afin qu'on vous donne la parole.